À distinguer dans ces combustibles fossiles-là, ce qu'on appelle les combustibles fossiles solides et les combustibles fossiles fluides, à l'état liquide, pétrole, et à l'état gazeux. D'accord? Maintenant, ce qu'on appelle les combustibles solides, ce n'est pas seulement le charbon, mais ça commence depuis ce qu'on appelle les tours. Le tour qui est une forme de kérosène. Donc on va essayer de voir, comme on l'a fait avec les autres, partant de l'importance de ces substances-là, quelles sont les catégories, comment ces substances se constituent et quelles sont les différentes classes, catégories de substances qui existent et surtout de l'intérêt sur le plan économique. Alors aujourd'hui, on ne peut pas parler de développement, vous êtes tous d'accord avec moi, sans parler de ces combustibles fossiles. Parce que qui parle de combustibles fossiles parle de production d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans énergie? Pour se déplacer, énergie. Pour avoir de l'éclairage, énergie. Pour faire fonctionner nos appareils, de l'énergie. Pour cuisiner, de l'énergie. Donc c'est important. N'est-ce pas? Alors, les points communs. Les réponses à mes questions se trouvent dans les explications. Donc écoutez. Les points communs qu'on peut noter entre ces différentes substances fossiles, c'est d'abord que ce sont toutes des matières premières pour l'industrie chimique. Notamment cette matière qui est très riche en carbone, formée par succession de mécanismes biologiques et géologiques. Biologiques et géologiques, et non seulement biologiques. Les combustibles fossiles se forment par deux points. Processus biologique tout court, processus biologique tout court, ou bien biologique et géologique. Plus simple. Quelle est la question qu'il faut choisir parmi les trois réponses? Alors, maintenant, ce n'est pas ça seulement la réponse que j'attends de vous, mais quel est ce processus géologique-là qui intervient dans ce processus biologique? Et quelle est la relation entre ces deux processus? C'est ça qu'il faut maîtriser. C'est faut pas aimer la complication. On a déjà vu un exemple pour les roches phosphatiques. On a vu par quel processus l'élément phosphore peut être mobilisé par le zooplancton, le phytoplancton, et donner de la boue phosphatique. C'est des restes d'organismes qui se retrouvent dans la boue phosphatique. Maintenant, dans quel contexte cette phosphate, par exemple, peut évoluer jusqu'à donner un combustible fossile? Ça, c'est juste un exemple pour vous montrer la relation entre les processus biologiques et les processus géologiques. Selon vous, ces dépôts riches en débris organiques, les phosphates, comment ces débris-là peuvent évoluer jusqu'à donner des combustibles fossiles? Parce que combustible fossile, ça veut dire tout simplement une évolution par biodégradation, évolution jusqu'à donner des dépôts qui ne sont riches pratiquement qu'en carbone, ou bien en carbone et hydrogène, hydrocarbures. Dites-moi, dans quel contexte géologique ces restes d'organismes peuvent évoluer jusqu'à donner ces substances organiques, combustibles fossiles? Oui. Oui. Piégé, d'accord. C'est le coup. Le coup. Oui. Alors, je comprends ce que tu veux dire.
Il parle de piégeage, mais en réalité, il veut dire que par subsidence, ces formations-là peuvent se retrouver de plus en plus couvertes par d'autres roches plus récentes. Donc finalement, ces dépôts-là, à l'origine, qui étaient tout simplement de la boue carbonatée, du moins de la boue phosphatée, peuvent se retrouver dans certaines conditions où la température augmente, la pression augmente, sans compter les circulations de fluides interstitiels, peuvent entraîner une décomposition de cette matière organique-là et qui va finir tout simplement par donner des combustibles fossiles. Vous comprenez? Ce qui était au départ des dépôts de boue phosphatée peut évoluer avec ensevelissement progressif jusqu'à ce que ces dépôts-là, originels, boue phosphatée, se retrouvent dans des profondeurs où la température va agir, les fluides interstitiels agissent et on se retrouve peut-être avec des hydrocarbures ou bien avec des combustibles fossiles. Pour anticiper un peu sur le fait que les combustibles fossiles se forment à partir de la dégradation de la matière organique en profondeur, sous l'action principalement de la température. D'accord. Parce que si vous avez la matière organique qui se retrouve à l'air libre, jamais, au plus grand jamais, il y aura oxydation, mais cette matière organique ne peut jamais évoluer pour donner des combustibles fossiles. Pour qu'il y ait combustible fossile, il faut qu'on se retrouve dans un contexte géologique profondeur. D'accord. Alors, donc, autre point commun, c'est que toutes ces roches-là, ces combustibles fossiles, sont de véritables sources d'énergie et source la plus utilisée également dans le monde. 80% de l'énergie actuellement provient de ces combustibles-là. D'accord? À côté maintenant, vous avez l'énergie nucléaire, hydraulique, éolienne, de la bioénergie au solaire. Donc les 20% seulement proviennent de ça. Tout le reste, ça provient des combustibles fossiles. Malheureusement, il y a un problème majeur par rapport à l'exploitation de ces combustibles fossiles-là. Le premier problème, c'est quoi? Donc, ce sont des ressources non renouvelables à l'échelle humaine. Parce que d'après les scientifiques, par exemple, si vous prenez le pétrole, d'après les scientifiques, il faut qu'il y ait 100 millions d'années pour que la matière organique puisse être biodégradée jusqu'à donner ces hydrocarbures. L'humanité n'a pas encore 1 million d'années. Donc si vous terminez vos pétroles qui sont là, vous allez attendre beaucoup de temps. Bon, le problème majeur, c'est que ces combustibles déjà ne sont pas assez nombreux, ne sont pas assez représentatifs à l'échelle de la Terre. Ce sont des substances qui sont vraiment limitées en termes de quantité, mais malheureusement également qui sont des substances très épuisables et non renouvelables. Alors, si on regarde actuellement la croissance de la population mondiale, donc l'utilisation de ces combustibles-là, vous voyez que cet épuisement devient de plus en plus accéléré. Heureusement que les gens sont en train de réfléchir sur d'autres substitutions de combustible, pas de combustible, mais de l'énergie, de ressources énergétiques, solaires, etc. etc. L'autre problème lié à ces combustibles-là, c'est la production de gaz à effet de serre, qui quelque part va avoir une conséquence majeure sur le réchauffement climatique. D'accord? On produit de l'énergie, dans l'exploitation de ces ressources-là, de ces combustibles fossiles, on dégage du CO2, on dégage du monoxyde de carbone et d'autres gaz toxiques pour le cerf qui va entraîner tout simplement le trou de gaz dans ce cerf-là et puis provoquer le réchauffement climatique. Alors, je vais terminer par cette diapositive en essayant de vous montrer la relation entre l'énergie lumineuse, l'énergie chimique
et comment cette énergie est mobilisée pour être exploitée à l'intérieur des combustibles fossiles. Donc, d'abord, biomasse, ça veut dire quoi? La biomasse. C'est une matière organique d'origine animale ou d'origine végétale. La biosphère, on va dire que c'est le regroupement de toutes les espèces d'origine animale comme d'origine végétale. D'accord? Alors là, moi je parle de matière organique. Quels sont les principaux éléments chimiques qu'on trouve dans la matière organique? Éléments chimiques. Le carbone, l'oxygène, l'hydrogène et l'azote. On est d'accord? Vous avez principalement ces éléments chimiques-là. Et ce sont ces mêmes 4 éléments chimiques qui constituent les composants les plus importants de 3 types de molécules qu'on trouve dans les organismes vivants. Quelles sont ces 3 molécules? Les protéines, les lipides et les glucides. On est d'accord? Alors, on est tous d'accord avant que la vie n'apparaisse sur Terre, il n'y avait que des roches. Et la théorie de la formation de la Terre, ça vous dit quelque chose. Donc si je viens sur ce schéma-là, je vous pose la question, quelle est l'origine du CO2? Ne me dites pas que ce sont les organismes qui dégagent du CO2 qui se retrouvent dans l'air. Parce que avant l'apparition de la vie sur Terre, le soleil nous produit. Oui. Le volcanisme. La source principale du CO2, si vous vous rappelez, il y a un schéma qu'on a déjà projeté. Effectivement, à la suite des manifestations volcaniques, vous avez l'atmosphère qui est davantage enrichie en CO2 suite aux manifestations volcaniques magmatiques. Donc, avec apparition de la vie sur Terre, ouais, surtout, parce qu'on vous a appris théoriquement que les premiers modes de vie, c'est végétal et non animal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les végétaux vont utiliser à la fois le CO2 atmosphérique, mais également les substances minérales qu'on trouve dans les roches, que ce soit l'eau, que ce soit les sels minéraux. Ces végétaux-là, la biosphère va utiliser à la fois le CO2, les sels minéraux et l'énergie solaire pour produire quoi? Pour produire l'oxygène. Pour que ces organismes puissent se développer, la photosynthèse, c'est pour produire quoi? C'est pour produire de la matière organique. Et cette matière organique, vous venez de dire que c'est essentiellement les glucides, les lipides et les protéines. Vous êtes d'accord? Donc, au départ, si on s'intéresse au cycle de carbone, le carbone qui est là, utilisé par cette première forme de vie sur Terre, matière végétale, qui va utiliser les sels, le CO2 et l'énergie solaire pour transformer le tout en matière organique. Et on a dit, même pour les espèces humaines, on a besoin de l'énergie pour notre organisme. Et cette énergie est apportée par les glucides, les lipides et les protéines. Donc quand on dit glucides, lipides, protéines, en réalité c'est de l'énergie sous la forme organique. Donc ça veut dire tout simplement que cette photosynthèse dont je viens de parler, parce que l'utilisation du CO2 en fonction de l'énergie solaire et des sels minéraux pour produire de la matière organique, c'est ça la photosynthèse. Donc cette photosynthèse n'est rien d'autre que la conversion de l'énergie luminaire
l'énergie lumineuse sous la forme d'une énergie chimique, sous la forme d'une énergie organique, sous la forme de glucides, lipides, protéines. Et quand cette matière organique disparaît, elle peut se fossiliser. Autrement dit, l'énergie est fossilisée. D'accord? L'énergie est fossilisée sous la forme de combustible fossile, sous la forme de roche carbonée. Si vous exploitez cette roche carbonée, cette énergie fossilisée, vous restituez à l'atmosphère une partie de cette énergie. Et en utilisant cette partie de l'énergie-là, cette restitution se fait à travers l'éclairage, à travers la consommation du carburant, à travers d'autres productions énergétiques que vous faites, et en libérant à nouveau du CO2. Donc, ce qu'il faut juste retenir, c'est que l'énergie sous la forme organique, sous la forme moléculaire comme ça, énergie chimique, c'est comme c'est une conversion de l'énergie lumineuse sous cette forme. Et que cette énergie est retrouvée comme ça dans le sous-sol, dans les roches carbonées, dans les combustibles fossiles. Si vous exploitez, vous voulez produire de l'énergie, c'est comme si vous êtes en train de restituer l'énergie lumineuse pour produire de l'électricité, pour produire autre chose. D'accord? Donc quand on parle de combustible fossile, l'exploitation, l'intérêt de l'exploitation des combustibles fossiles, c'est pour pouvoir réutiliser cette énergie lumineuse qui est fossilisée sous la forme organique. Donc, biomasse et stockage d'énergie ou conversion photosynthétique de l'énergie solaire. Alors, maintenant, après, on va essayer de voir pour les fossiles, du moins les combustibles fossiles solides et pour les combustibles liquides ou gazeux, comment cette énergie va se présenter. C'est bon?